Bonjour, je suis Chantal Sauvageau, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Je travaille à l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis également chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec et professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je vais narrer les trois présentations portant sur la vaccination scolaire contre les VPH. Débutons avec la première partie. J'aimerais souligner que je n'ai aucun support financier là, de compagnies privées, entre autres celles qui fabriquent les vaccins depuis plus de 12 ans, que je suis membre du Comité sur l'immunisation du Québec et aussi membre du groupe de travail VPH du Comité consultatif national sur l'immunisation, donc le pendant fédéral là, du comité d'experts en vaccination nommé le CCNI. Donc, je suis sur ces deux comités qui font des recommandations sur les programmes de vaccination. Puis, je fais de la recherche, donc j'ai du financement, des subventions, mais uniquement d'organisations à but non lucratif. Puis, les subventions vont à l'organisation d'attache, soit l'INSPQ ou le centre de recherche. Je souhaite mentionner aussi qu'on va discuter d'informations qui n'ont pas encore été publiées et certaines données ou calendriers hors homologation. Puis aussi que le vocabulaire qui va être utilisé est celui présenté dans les études. Donc, souvent, les études ont porté, par exemple, chez les filles ou chez les garçons. Donc, ce sont ces termes qui seront utilisés. À la fin des trois présentations, donc les participants vont être en mesure d'expliquer la pertinence du programme de vaccination contre les VPH, d'expliquer les données scientifiques qui sous-tendent le calendrier de vaccination à une seule dose du vaccin non avalent contre les VPH recommandé maintenant pour les 9 à 20 ans, puis de répondre à certaines questions des parents sur ce programme dans la troisième présentation. Bien sûr, ces présentations narrées ne remplacent pas les documents officiels que sont le protocole d'immunisation du Québec, notre PIC, et aussi le question-réponse, donc l'information plus détaillée à l'intention des vaccinateurs, qui a été d'ailleurs écourtée et revue en 2024, spécifiquement sur la vaccination contre les VPH. On va débuter par un petit rappel sur le fardeau associé aux infections au virus papillome humain ou VPH. Donc, cette infection est très fréquente, elle touche toutes les populations. C'est l'infection transmissible sexuellement ou l'ITS la plus fréquente. Avant les programmes de vaccination, donc plus de 70% de la population était infectée par au moins un VPH au cours de sa vie. La transmission est essentiellement pendant les relations sexuelles et même un contact uniquement peau à peau peut être suffisant pour transmettre ce virus. Donc, par la micro-abrasion ou des petits bris lors du contact sexuel peut être suffisant pour que le virus puisse se transmettre d'une personne à l'autre, même au contact uniquement de frottement de peau à peau, même si, par exemple, les muqueuses ne sont pas en cause. C'est très facile à propager. C'est souvent inconnu du porteur et sans symptômes. Le principal facteur de risque est le nombre de partenaires sexuels et ça va être bien illustré à la diapositive suivante. Puis, certains se questionnent à savoir s'il pourrait y avoir une transmission non sexuelle. Ça reste à l'étude, donc certains cas ont pu être décrits, mais ça reste à confirmer. Donc justement, cette étude qui a eu lieu ici au Québec, dans la région de Montréal, où des couples de jeunes là, de 18 à 24 ans ont été étudiés. Puis on voit que si les deux partenaires avaient eu 10 partenaires ou plus antérieurement, on détectait la présence de VPH chez 100% de ces personnes. À l'inverse, donc en bas à gauche, pour ceux qui avaient eu très peu de partenaires sexuels antérieurs, c'était autour de 10% de détection des VPH. Donc, ce qui fait que le nombre de partenaires sexuels dans cette étude et dans plusieurs autres est bien identifié comme le facteur majeur là, de la présence d'infection au VPH. Est-ce que les mesures barrières comme le condom sont très efficaces contre les infections transmissibles sexuellement et les grossesses non désirées? Oui, très efficaces. Par contre, pour les infections au VPH, ça a une efficacité limitée. Donc, dans cette même étude ici, auprès de couples montréalais, de jeunes couples montréalais, la réduction des infections au VPH était de l'ordre de 27% pour ceux qui affirmaient utiliser le condom de façon systématique.
Donc, ça aide, mais ce n'est pas suffisant pour éviter les infections au VPH. Par contre, cette mesure est fortement encouragée pour la réduction de l'ensemble des ITS et des grossesses non désirées. Ce ne sont pas toutes les personnes infectées qui vont développer des infections persistantes ou des lésions associées. La bonne nouvelle, c'est un virus. Le corps est généralement bon pour l'éliminer tout seul. Donc, dans 80-90% du temps, l'infection va pouvoir être éliminée. Présentement, on n'a pas de moyens pour bien savoir qui va être en mesure d'éliminer le virus facilement ou pas. On sait qu'on peut faire malheureusement plus qu'une infection au VPH au cours de sa vie, même avec le même type, parce que l'immunité qu'on développe après l'infection naturelle n'a rien à voir avec ce qu'on voit comme niveau de réponse après la vaccination, qu'on va davantage voir à la deuxième présentation. Mais donc, si on reste dans ici la réponse après l'infection naturelle, l'infection au virus, ben, on détecte des anticorps chez à peu près une femme sur deux, puis un peu moins du tiers chez les hommes. Et le type, le niveau de ces anticorps-là est faible et même sa qualité, l'avidité des anticorps est aussi très faible, bien différent de ce qu'on observe après la vaccination. Ce qui fait que, oui, avoir fait une infection peut réduire notre probabilité de refaire une infection à ce type-là, mais ne l'empêche pas. On a davantage de données qui ont été décrites en relation avec le cancer du col de l'utérus et donc chez les femmes avec plus d'études au niveau des infections génitales, mais on a de plus en plus d'études au niveau des autres sites anatomiques qui sont aussi touchés par les infections au VPH comme la gorge ou l'anus. Il y a plusieurs types de VPH qui ont été identifiés. On les classe généralement en deux grandes catégories. Une première qui regroupe les types de VPH qui infectent l'humain et qui ont malheureusement un potentiel oncogène, donc pour créer des lésions précancéreuses et cancéreuses. Les principaux types sont les VPH 16 et 18 qui sont responsables donc des cancers du col de l'utérus, les autres cancers anogénitaux et les cancers, entre autres, des amygdales, donc de l'oropharynx. Puis de l'autre côté, on va appeler les types à bas risque de cancer et en majorité, donc les types 6 et 11. Bonne nouvelle, ils sont dans les vaccins quadrivalents et non-avalents. Puis ce sont eux qui causent la majorité des condylomes et aussi d'une pathologie plus rare, la papillomatose respiratoire récidivante. La prévalence des VPH selon les différents sites là, de cancer potentiellement associés au VPH, donc sont surtout causés par le type 16, ça reste notre bête noire. Presque tous les cancers associés au VPH chez les hommes vont être associés au type 16 ou 18. Par contre, chez les femmes, particulièrement au niveau génital, au niveau du col de l'utérus, de la vulve et du vagin, d'autres types, et la bonne nouvelle, ils sont pour la plupart inclus dans le vaccin non-avalent, vont être aussi responsables de ces cancers-là. Et donc, toutes les personnes peuvent être touchées par les VPH, tous les genres, tous les sexes. Puis vraiment, la bête noire, c'est le type 16. Au Québec, donc, on a un potentiel d'éviter un peu plus de 600 nouveaux à chaque année cas de cancer associés au VPH grâce à la vaccination. Au niveau des femmes, c'est le cancer du col de l'utérus qui reste le plus fréquent, même encore aujourd'hui, avec nos activités de dépistage en place depuis plusieurs décennies. On diagnostique près de 300 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus à chaque année au stade de cancer. Là, ça, c'est sans parler des plus de 1000 lésions précancéreuses qui sont diagnostiquées à chaque année. Puis au niveau des hommes, c'est surtout le cancer de l'oropharynx qui est prévalent, qui est présent et qui pourra donc être réduit grâce au programme de vaccination. Quelques mots donc sur les vaccins contre les VPH. Donc, le vaccin non-avalent, ou son petit nom, le Gardasil 9, est celui qui a remplacé le premier vaccin qui avait été disponible ici au Canada, le Gardasil, ou le vaccin quadrivalent, qui n'est plus disponible depuis 2019. Puis, ce sont des vaccins qui sont préparés à partir d'une seule protéine, donc la protéine L1 de chacun des types qui sont inclus au vaccin. Donc, pour le non-avalent, c'est 9 types de VPH qui sont inclus dans ce vaccin-là, puis jumelés à un adjuvant. Le même principe de fabrication pour le vaccin bivalent, mais qui contient donc les VPH 16 et 18, puis un autre adjuvant qui est le ASO4.
J'insiste sur le mécanisme de fabrication de ces vaccins. Donc, c'est, comme je le disais, composé d'une seule protéine de surface de chacun des types qui sont inclus dans les vaccins. Donc, ça ne contient pas le matériel génétique du virus. Ça ne peut donc pas causer d'infection par les VPH. Ça ne peut pas non plus causer de lésions associées au VPH. C'est un mécanisme de fabrication similaire à celui utilisé pour le vaccin contre l'hépatite B. Ce sont des vaccins qui ont démontré une très haute efficacité, à la fois dans les premiers essais cliniques que dans les études terrain dans les différents pays là, qui ont été mis en place, et même, je dirais, des résultats au-delà des attentes. Et ces résultats exceptionnels en termes de réponse immunitaire après les vaccins et d'efficacité clinique très élevée ont permis le passage là, de calendriers de vaccination au départ à 3 doses à des calendriers qui contenaient que 2 doses. Et maintenant, plusieurs données montrent même qu'une seule dose assure une très bonne protection. Puis, il y aura davantage d'informations sur ça données à la deuxième présentation. Concrètement, on a des données qui montrent des bénéfices au niveau de la réduction des infections causées par les VPH, des condylomes, des lésions précancéreuses et maintenant même au niveau de l'issue clé qu'on veut prévenir, donc les cancers. On a donc des études qui nous montrent que la vaccination fonctionne pour réduire le cancer du col de l'utérus et de l'oropharynx. Par exemple, cette étude en Suède a montré une réduction de 88 du cancer du col de l'utérus pour les filles qui avaient pu être vaccinées avant l'âge de 17 ans. Le programme québécois a évolué au cours du temps, puis on va regarder aussi les différentes couvertures vaccinales qu'on a contre les VPH. Donc, cette image montre l'évolution du programme de vaccination VPH au Québec. Donc, on a débuté en 2008 avec la vaccination uniquement des filles au départ, puisqu'on avait des données d'efficacité pour les filles uniquement à l'homologation du premier vaccin, le Gardasil 4 ou Gardasil ou quadrivalent. Et c'était gratuit dès le départ pour les filles jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, il y a eu un remplacement avec le vaccin Gardasil 9 en 2016 et l'ajout de la vaccination des garçons en 4e année. Une modification du calendrier en 2018 pour le calendrier mixte où on recommandait donc une dose du vaccin Gardasil 9 suivie d'une dose du vaccin bivalent qui a permis d'ailleurs d'ajouter la vaccination gratuite des garçons en secondaire 3 la même année. Puis, en 2020, une recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec de conserver le calendrier mixte, mais d'étaler la deuxième dose, donc plus loin dans le temps, en la donnant en secondaire 3 et en ajoutant si cela se sera nécessaire lorsqu'on y sera rendu, sachant qu'on avait déjà des données à ce moment-là qui montraient qu'une dose de vaccin pouvait donner de très bons résultats. Et ça nous a amené donc à la recommandation récente en 2024 d'une seule dose recommandée jusqu'à l'âge de 20 ans de vaccin VPH. Ce qui fait qu'au protocole d'immunisation du Québec, depuis juin 2024, on peut voir que la vaccination avec une dose de vaccin non-avalent est sera offerte à partir de septembre 2024 aux jeunes en 4e année, qu'une dose est recommandée jusqu'à l'âge de 20 ans inclusivement pour tous les jeunes et que c'est gratuit. Jusqu'à 20 ans, que c'est aussi maintenu à gratuité jusqu'à l'âge de 26 ans pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, que c'est aussi gratuit jusqu'à 45 ans pour les personnes immunodéprimées ou infectées par le VIH, que c'est recommandé jusqu'à 45 ans et autorisé à tout âge. Donc, comme je le disais à la figure qui montrait l'évolution du programme en 2020, un calendrier allongé avec une première dose de Gardasil 9 recommandée en 4e année, puis le report de la deuxième dose de vaccin bivalent en secondaire 3 avec la mention du comité d'experts de la donner si cela s'avérait nécessaire. Donc, à ce moment-là, un petit résumé des données qui sous-tendaient là, cet allongement du calendrier. Donc, on avait des données ici au Québec et ailleurs qui nous montraient que d'étendre 2 doses jusqu'à même 8 ans entre les 2 doses permettait d'avoir des résultats de réponse en anticorps similaires après cet espacement entre les doses comparable à le 6 mois davantage étudié là, entre 2 doses.
c'était aussi basé sur les données qui montraient déjà à ce moment-là une efficacité élevée d'une seule dose de vaccin, donc n'apportait pas d'inquiétude sur le délai après la première dose, même si on reportait la deuxième dose. Puis la grande immunité de groupe bien en place au Québec, elle venait aussi assurer un filet de sécurité. C'était un contexte donc favorable. On n'était pas les seuls à avoir recommandé ça. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2019, dans son énoncé de position, elle avisait qu'un intervalle plus long entre les doses, donc 3 à 5 ans, était permis. Particulièrement dans certaines juridictions, d'aller donner 2 doses la même année, c'était difficile. Donc, d'avoir les données, puis la recommandation que c'est possible d'étendre, c'était aussi, donc pas uniquement au Québec, mais aussi appuyé par l'OMS. Entre autres, donc, cette étude du Québec, puis celle aux États-Unis, là, qui avait particulièrement étudié la réponse immunitaire lorsqu'il y a un intervalle long entre les 2 doses. Et donc, la mise à jour en 2024, donc le Comité sur l'immunisation du Québec a eu à se poser la question, est-ce que cette deuxième dose qui était prévue en secondaire 3 à partir de septembre 2024, lorsque les jeunes qui étaient en quatrième année à l'année scolaire 2019-2020 arrivaient en secondaire 3 en 2024, est nécessaire? Puis a fait la recommandation que non, elle n'est pas nécessaire et ça a amené le calendrier vaccinal à une seule dose et on va en parler de façon beaucoup plus extensive dans la deuxième présentation. Alors, en guise de rappel, 9 à 20 ans, une seule dose pour les personnes immunocompétentes et notre moment clé de vaccination demeure en quatrième année avec le vaccin Gardasil 9. Pour les 21 ans et plus, c'est 2 doses qui sont recommandées pour les personnes immunocompétentes avec un intervalle de 6 mois ou plus. Puis, pour nos personnes immunodéprimées ou infectées par le VIH, on continue à recommander 3 doses avec un calendrier 0-6-12 mois pour les moins de 14 ans, puis 0-2-6 mois pour les 14 ans et plus. En termes de couverture vaccinale, les résultats publiés dans le Flash Vigie du ministère de la Santé en février 2025, on observe qu'à la fin de la quatrième année du primaire, c'est 81% des jeunes qui avaient reçu au moins une dose de vaccination VPH, avec un petit peu plus chez les filles, 83%, que chez les garçons à 80%. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on le mesure en secondaire 3, donc, on voit une meilleure couverture vaccinale. Les personnes ont eu le temps, plus d'occasions d'être vaccinées, ont aussi rendu en secondaire 3 à l'âge de 14 ans et peuvent décider eux-mêmes pour leurs soins de santé, incluant la vaccination. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on le mesure en secondaire 3, c'est 90% des filles qui ont reçu au moins une dose. Ici, dans la diapositive, on voit les chiffres de toutes celles qui avaient reçu les 2 doses recommandées à l'époque. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas 90% qu'on voit. La bonne nouvelle aussi, c'est que dans chacune des régions, il y a une couverture vaccinale d'au moins 80% pour une dose ou plus. Mais on voit que pour certaines régions, dont Laurentides, Montréal, Laval, pour les couvertures vaccinales, 2 doses, c'était en dessous du 80%, sachant maintenant que les données montrent qu'une dose apporte une excellente protection. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi une immunité de groupe, même dans ces régions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.